Fond de Latte. Je sais que ça vous passionne, et moi aussi. Je vais vous raconter une histoire de médecin légiste. En l'occurrence d'un médecin légiste belge très célèbre qui s'appelle Philippe Boxeau et qui raconte régulièrement dans des livres qui font un carton quelques-unes des affaires sur lesquelles il a travaillé. Voici une histoire qui est tirée de son livre « Les morts ont la parole » aux éditions Kens. C'est l'histoire d'un homme qui aurait jeté sa femme à manger à ses cochons. Débrief avec le docteur Boxeau, bien sûr. Histoire écrite avec Tugdual de Dieu le veut, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Allô, docteur? Un fermier aurait jeté sa femme au cochon. Qu'est-ce qu'on fait? On a beau s'attendre à tout, être rodé par des années de métier, il y a des coups de fil qu'on n'oublie jamais. Et celui-là en fait partie. Alors voilà comment les choses se présentent. Jean et Joseph sont fermiers et voisins. Et pour une histoire de terre qu'ils se disputent, ils se détestent. Et un jour, Joseph appelle la police. Il prétend avoir vu Jean, au loin, tirer le corps d'une femme et le jeter dans l'enclos aux cochons. J'ai vu faire, puisque je vous le dis. Il a donné sa femme à manger à ses cochons. Mais enfin, puisque je vous dis que je l'ai vu. Et donc, la police arrive sur place. Il faut que je vous dise que Jean, qui est donc censé avoir donné sa femme à manger à ses gorées, n'est pas un inconnu pour la police locale. Il a plusieurs fois été menaçant, voire agressif, avec des promeneurs qui passaient près de sa ferme. Et puis, il est sujet à des troubles psychiques. Il est suivi par un psychiatre. Bref, il a un passé. Vous pouvez nous dire où est votre femme, monsieur? La Jeanne? Oh je sais pas. Elle a dû partir. Partir? Elle n'a pas pu partir en voiture, elle ne conduit pas. Elle n'a pas de permis. Et ses papiers d'identité sont toujours là. Vous pouvez nous conduire à votre porcherie, monsieur? Ma porcherie? Oh, pas de problème. Suivez-moi. Dans l'enclos à cochons, pas de sang, pas de morceaux de chair et pas non plus de lambeaux de vêtements. Les policiers font le tour de la maison, pas de traces de lutte, pas de sang non plus. Mais une réalité, la Jeanne a disparu. Mais enfin, monsieur, où est-elle? Oh il a l'air complètement perdu. Et d'ailleurs, il finit à l'hôpital psychiatrique. Et c'est donc là que le substitut du procureur m'appelle. Allô, docteur? Un fermier aurait jeté sa femme au cochon. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben écoutez, je pense qu'il faudrait faire abattre le plus gros cochon, le plus vite possible. Si possible immédiatement pour stopper la digestion, de sorte que je puisse encore trouver quelque chose dans l'estomac qui me permettrait d'identifier au moins la personne, faute de pouvoir identifier la cause du décès. L'abattre, car on n'a plus le temps d'attendre le passage d'un vétérinaire pour endormir le cochon et lui faire un lavage gastrique pour récupérer le contenu de l'estomac. Et le plus gros cochon, parce que y a pas de mystère. Si t'es gros, c'est que tu bouffes. Sauf maladie, bien entendu. C'est donc chez le plus gros que j'ai le plus de chances de trouver des morceaux, et en plus grande quantité. À vrai dire, les policiers ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'abattre le cochon. Mais ils changent d'avis quand je leur explique l'alternative. C'est-à-dire que ou vous le tuez, ou il faudra fouiller demain dans les déjections du cochon pour tenter de retrouver des dents ou des cheveux de la dame qui a disparu. Des dents et des cheveux, vous dites? Dans les déjections? Oui, c'est à peu près tout ce qu'un cochon ne peut pas digérer. Et c'est un élément intéressant pour nous parce que ça nous permettra de faire une identification génétique. C'est absolument nécessaire. Bon, eh bien, écoutez, on va l'abattre, hein? On va l'abattre. Par chance, chez les policiers, il y a un ancien abatteur de bétail. Sitôt dit, sitôt fait.
route pour la ferme, j'appelle Philippe Schutters. C'est un vétérinaire. Dites-moi, docteur Schutters, où se trouve l'estomac chez un cochon? Oh ben exactement comme chez les humains, docteur. D'accord. Ça va me simplifier grandement les choses. Arrivé sur place, il y a une certaine effervescence. Les cochons survivants ont été déplacés dans un autre enclos, et dans l'enclos d'origine devenu scène de crime, il ne reste que leurs copains morts. Bonjour docteur. Le labo vient de terminer les prélèvements dans l'enclos. C'est à vous de jouer. Et donc je m'y colle. J'ouvre l'estomac du cochon et j'y trouve de nombreux morceaux dont les plus gros font entre 3 et 5 cm3. Impossible de dire si ce sont des morceaux humains ou pas. J'en prélève donc pour les soumettre à l'analyse ADN. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas beaucoup de morceaux, hein. Pas facile de dire si la victime éventuelle a été jetée morte ou vivante dans l'enclos. Ni même de quoi elle est morte, hein. Pendant ce temps-là, le labo inspecte toute la maison. Il ne trouve rien qui suggère qu'une femme a été tuée à l'intérieur. En attendant les résultats du labo, le mystère reste entier. Quelque temps plus tard, Jean, le fermier, qui avait filé à l'hôpital psychiatrique, sort de sa torpeur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé ma jeune morte et que je l'ai jetée au cochon, je sais pas pourquoi. Et donc je suis requis par un juge d'instruction avec un psychiatre pour prendre connaissance du dossier médical de Jean et évaluer la crédibilité de ses dires. Quand il a été admis à l'hôpital, il était sujet à une bouffée délirante aiguë. C'est un trouble psychique majeur. Il en est sorti aujourd'hui, mais ça peut expliquer un comportement particulier dans les heures qui ont précédé. Autrement dit, il a très bien pu donner le corps de sa femme à manger au cochon. Pour vous dire la vérité, à ce stade, et dans l'attente des résultats des analyses ADN, personne ne croit vraiment à ce scénario. Ni les policiers, ni le procureur. Quelques jours plus tard, le labo ADN rend son rapport. Les morceaux que vous avez prélevés dans l'estomac du cochon sont bien des morceaux de corps de la fermière disparue, prénommée Jeanne. Sauf qu'en raison des problèmes psychiatriques du monsieur, l'affaire s'arrête là. Je ne peux pas dire quelle est la cause du décès de Jeanne, ni si elle était vivante ou morte quand Jean l'a jetée au cochon. C'est frustrant, car finalement, à part prouver que le corps de Jeanne a bel et bien été mangé par des cochons, rien de concluant n'est sorti de mon expertise. Et moi, ça me laisse un goût amer, parce que la médecine légale, au bout de ses capacités, n'a pas été en mesure d'apporter des réponses aux questions qui se posaient et qui se posent toujours. N'imaginez pas que les agressions sur des corps humains par des animaux se limitent aux cochons. Bien d'autres animaux sont également en lice, comme les sangliers, les chiens, les chats et les rats, pour ne citer que les plus courants. Les sangliers s'attaquent au corps surtout quand ils sont morts, délaissés, dans un bois. En général, on retrouve le squelette éparpillé façon puzzle sur une large zone. Ce qui démontre qu'ils emportent des morceaux détachés du corps pour les manger à l'aise, à l'écart, sans doute loin des autres. Certaines races de chiens aussi ne sont pas en reste. Et d'ailleurs, voici une petite histoire de chien. Un homme décède en faisant son jardin, tandis que ses 2 chiens, des Doberman, l'accompagnent. Après plusieurs heures d'absence, sa femme part à sa recherche. Elle le trouve inanimé à côté du potager. Elle appelle les secours. Il est mort. Il est mort et il n'a plus de main. Ce qui me vaut un appel du procureur. Dites-moi,
Moi, docteur, je vais vous mandater pour examiner le corps et tenter de trouver une explication à cette absence de main. À l'examen, j'arrive à la conclusion que cette double amputation a eu lieu post-mortem. La seule explication, monsieur le procureur, est que les chiens ont dévoré les mains de leur maître après sa mort. Alors, le procureur fait venir un vétérinaire. Chez certaines races de chiens, c'est une manière de tenter de réveiller leur maître. Et les chats aussi s'attaquent au cadavre en mâchonnant les zones cartilagineuses comme les oreilles et le nez. Mais ils ne font jamais plus de dégâts et se laissent mourir de faim plutôt que de manger de l'humain. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Boxeau, Les morts ont la parole, aux éditions Kens. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une histoire tirée des aventures professionnelles du docteur Philippe Boxeau, qui est un médecin légiste en Belgique. Histoire tirée de son livre Les morts ont la parole, aux éditions Kens. Et c'est avec lui, bien sûr, que je la débriefe. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas pu dire si elle était déjà morte quand il l'a jetée au cochon, comme le dit le fermier, ou si elle était vivante quand il l'a mis dans la porcherie. Mais il y a quand même eu une suite judiciaire. Vous le dites pas, ça, rassurez-moi. Là, il y a une suite judiciaire, oui. En fait, à partir du moment où le bonhomme a été reconnu comme étant dément, en accès de démence au moment où les faits ont été commis, d'office, il n'est plus condamnable. C'est D'accord. une circonstance d'excuse, et il a donc été placé en internement psychiatrique, qui n'a pas duré longtemps, le temps qu'il descende de cette bouffée délirante, pour ensuite recouvrer une vie normale. Mais dans la mesure où on a estimé qu'il n'était pas en état de conscience parfaite au moment où il trouve sa femme morte, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est ce que les médecins ont conclu, il n'était pas condamnable. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. Pour examiner le contenu de l'estomac de ce cochon, intuitivement, moi j'aurais fait appel à un vétérinaire. Oui. Est-ce qu'il est normal que ce soit un médecin légiste ? Non, pas tout à fait. Mais le procureur m'a dit, mais t'es quand même bien capable d'ouvrir l'estomac d'un cochon, puisque c'est la seule chose qu'il y avait à faire. C'est l'incision, quoi. C'est l'incision. L'incision, les chercher dans l'estomac, c'est pas une autopsie du cochon. Il se serait agi de faire une autopsie du cochon, c'est clair que je suis pas compétent, et qu'il aurait fallu alors un vétérinaire légiste, ça existe. J'étais surpris d'apprendre que le cochon qui se nourrit de glands, nous dit-on, enfin, entre autres, est carnivore. Il est omnivore. Il mange de tout. Et il n'est pas rare de voir, effectivement, dans les forêts, par exemple, des cadavres qui ont été mangés par les sangliers, et il les mange en dispersant les ossements. Ce qui veut dire qu'on retrouve, j'ai eu le cas d'un gars dont on a retrouvé la tête bien plus tard, et elle était à plus de 50 mètres du corps, elle avait juste été déplacée par les sangliers, qui ne l'avaient pas détruite, dans ce cas-ci, qui avaient mangé tout ce qu'il y avait à manger de tissu Et laisser mou. les ossements. Et ils avaient laissé les ossements pas totalement intacts, parce qu'on voit quand même qu'il y a des griffes de dents qui se font sur l'os, mais qui ne l'altèrent pas profondément. Vous avez entendu parler, je suppose, de l'histoire du petit Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, dont on a retrouvé plusieurs mois plus tard le crâne, puis quelques ossements dans une forêt. Donc l'hypothèse existe qu'il était dévoré par des sangliers et les morceaux de son corps, au fond, répartis alentour. Parce que le sanglier, il mange pas le cadavre sur place. Il se déplace pour ne pas être gêné par ses congénères et garder ce qu'il a acquis pour lui. Jusqu'à combien de temps est-ce qu'on peut retrouver des restes identifiables dans l'estomac d'un cochon ? Mais ça va très vite, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait abattre. C'est parce qu'une fois que vous le faites abattre, vous n'avez plus de sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C'est ce que l'estomac sécrète chez l'humain, comme chez le mammifère. Et ça dissout, ça ? Ça dissout. Ça dissout très très bien, très très vite. Et il faut, grosso modo, 2 heures pour qu'un estomac soit vide. Donc, il fallait aller vite pour être sûr de trouver encore des morceaux, non pas nécessairement identifiables, mais sur lesquels on pouvait encore travailler. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça inspire des criminels ? Eh bien non, parce que ça existe dans d'autres films. Et dans des films, je pense à Rambo, le dernier des Rambo, vous voyez une scène comme ça où quelqu'un de vivant est en train de se faire bouffer par un cochon. Dans un autre film qui s'appelle Hannibal,
voyez aussi que l'on jette un corps au cochon, de la même manière que dans le précédent film. Donc c'est quelque chose qui est déjà largement répandu, largement connu. Mais j'ai raconté, Oui, tout à fait. des histoires comme ça. Ouais. Ça marche pas toujours. Ça marche pas Des toujours. fois, il reste un petit morceau, il reste un vêtement, il reste... Tout à fait. Donc ça marche pas toujours, mais quand ça marche, eh bien, il s'agit d'arriver vite pour pouvoir encore tirer des conclusions. En fin d'histoire, donc vous évoquez d'autres animaux, dont le sanglier, dont on a parlé, le chien. Alors le chien, c'est rassurant. Il ne nous mordrait que pour nous réveiller. Oui, pour réveiller. Et aussi à cause, disent les vétérinaires, d'une angoisse par rapport à cette odeur qu'un corps dégage, qui est l'odeur de mort, par rapport au maître. Donc il serait dans une situation d'angoisse, sentant qu'il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas correctement par rapport à son maître, tenter de le réveiller. Le chat, ça j'étais surpris. Oui. Le chat peut dévorer les oreilles et le nez. Il s'attaque au cartilage. J'ai souvent constaté ça. Rarement autre chose. Chaque fois que je vois un chat qui a commencé à consommer, entre guillemets, parce qu'il ne consomme pas vraiment son maître, c'est des zones cartilagineuses comme le nez et les oreilles. Des zones un peu saillantes qu'il est facile de saisir dans sa petite bouche aussi. Il n'a pas une grande gueule qui lui permettrait d'attraper la mâchoire facilement. Donc il s'attaque à des structures qui lui sont accessibles. Le procureur de la République vous demande d'aller sur place. C'est systématique. Oui. Et on aime bien ça, que ce soit systématique. C'est systématique en Belgique. En Belgique, ça l'est, en France aussi. Ça s'appelle en France, nous on parle de descente, eux ils parlent de levée de corps en France. Mais c'est la même chose, on va voir sur place. Et c'est très important d'aller voir sur place. Il faut s'imprégner de l'ambiance, s'imprégner des lieux, et peut-être même remarquer dans l'environnement des choses qu'on n'aurait pas remarquées si on n'y était pas allé, forcément. Donc, systématiquement, on se déplace sur les lieux. Oui. Il n'y a jamais de cadavre qui vous arrive dans une housse en plastique que vous n'avez pas vu in situ. Ça peut se faire. Ça, c'est la décision du procureur. Si le procureur décide qu'on va m'amener le cadavre à l'Institut de médecine légale, c'est lui qui décide. Je ne peux pas aller contre son avis. Vous ne pouvez pas lui dire non, monsieur le procureur, je vais y aller. J'ai le devoir de lui dire, écoutez, c'est mieux que je le voie sur place, mais il a la possibilité, lui, parce que c'est lui le patron, de me dire non, il n'est pas question, je vous l'amène. Mais ça implique beaucoup de temps, ça. Ah oui, énormément. Aller sur place. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, en France. Maintenant, la médecine légale se fait au stade régional. Donc le type, il est à Strasbourg. S'il faut qu'il aille au fin fond de la Lorraine, il en a pour 2 heures de route. Chez nous aussi, puisque la médecine légale, chez nous, elle n'est pas régionale, mais elle est plutôt provinciale. C'est par province. Et donc je couvre la province de Liège et de Luxembourg. Et le diamètre de la province fait quelque chose comme 150 km. Et vous y allez seul ? Oui. Jamais avec quelqu'un? Parfois avec des stagiaires en médecine, stagiaires en criminologie, qui nous accompagnent pour découvrir le métier. L'autopsie, vous n'êtes pas seul? Jamais, ça je ne veux pas, et le protocole européen d'ailleurs demande à ce qu'on soit 2, aussi bien en France qu'en Belgique, c'est européen. 2 médecins? 2 médecins légistes pour faire l'autopsie. Pourquoi? Simplement parce que je pense qu'il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une, ça c'est une première chose, et en autopsie il vaut mieux ne rien oublier par exemple, Donc, on y pense à 2 plutôt que d'y penser tout seul. Et puis, imaginez qu'il y ait une influence qui doit s'exercer sur le médecin, qui puisse s'exercer sur le médecin de la part d'un tiers qui serait à la cause et qui serait peut-être l'auteur. C'est plus difficile d'influer sur 2 médecins que d'influer sur un seul. Donc, plus on est garant d'une certaine neutralité par rapport à l'objet étudié. Moi, j'ai assisté à des autopsies. Il y a aussi un garçon de laboratoire ou une fille de laboratoire. Oui. Il y a aussi des gens qui viennent, ce sont les gens de laboratoire, comme vous dites, essentiellement pour relever les empreintes digitales, prendre des photos du corps en toutes les phases de l'autopsie, et aussi examiner les vêtements et les prélever, les reprendre pour un examen ultérieur. Ça, c'est ce qu'ils font chez nous, oui. Et il y a un gendarme ou un policier qui fait partie de l'enquête, toujours, de façon à prendre des notes. Alors, ce qu'on espère, c'est que les magistrats vont revenir. Ils venaient avant, le procureur de la République, le juge d'instruction, le greffier du juge d'instruction était là, et c'était l'occasion de leur montrer des visus les lésions qu'on avait observées. Et il n'y a rien à faire. Le fait de voir les choses les rend beaucoup plus réelles et permet, je pense, d'avoir une meilleure approche du dossier. C'est pour ça que je regrette aujourd'hui que les magistrats ne soient plus là, parce que je trouve que c'est une perte. C'est une perte de temps aussi pour moi. Pour eux, c'est une perte de temps, oui. Ça, c'est dans des métiers où ils sont souvent débordés. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Boxeau aux éditions Keynes. Les morts ont la parole. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Voici une histoire tirée du livre du médecin légiste belge Philippe Boxeau. Il y est question d'un pendu
pas vraiment pendu. Histoire écrite avec Tuc du Lac de Dieu le veut, réalisation Boris Pachynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Philippe et Nathalie sont mariés depuis des années. Ah ben c'est un joli couple, hein. Ils ont l'air heureux, hein, ça. On peut pas dire. Ils habitent une petite maison au bord d'un canal. Ambiance, l'homme du Picardie. Les vieux savent de quoi je parle. Les jeunes, renseignez-vous. Enfin, c'était un feuilleton culte de la fin des années 60. Un feuilleton dont le théâtre était les canaux et les péniches. Et donc, Philippe et Nathalie habitent au bord du canal. Et Philippe adore voir passer les péniches. Oh, mais ça m'occupe, hein. Et puis ça m'apaise. Quand je regarde passer les péniches, je sais que je suis comme une vache qui voit passer les trains. Hein. Mais je m'en fiche. J'aime ça. Le reste du temps, Philippe travaille dans les transports en commun. Il s'occupe de gérer les plaintes. Toute la journée, il entend des gens qui se plaignent. Mon abonnement ne passe plus, le conducteur du bus a été désagréable, il a freiné trop brusquement, il m'a fait tomber, etc., etc. Alors les péniches, ça le calme. Nathalie, elle, est comptable. Elle travaille pour une petite boîte qui a grandi trop vite, victime de son succès. Du coup, sa société l'autorise à faire du télétravail. Un jour, justement, elle rentre à la maison pour travailler chez elle. Elle s'est faite toute jolie, toute coquette. Et elle trouve Philippe déjà assis sur la terrasse à regarder les bateaux, un verre de vin rouge à la main, comme tous les jours. T'es déjà là ? Ben oui, je travaille à la maison cet après-midi. Et les heures passent. Depuis sa terrasse, Philippe voit ses voisins rentrer. Ça va ? Ouais, tout va bien ? Bonne soirée ? C'est la dernière fois que les voisins voient Philippe vivant. À présent, Philippe est mort. Ce matin, en se levant, Nathalie dit qu'elle l'a découvert pendu. Elle a appelé les secours, mais trop tard. Heureusement, ils n'ont touché à rien et ils l'ont laissé pendu. Combien de fois n'ai-je vu des scènes de crime complètement ravagées par les interventions des services de secours ? Et le procureur m'appelle. Allô, docteur ? Dites-moi, j'ai un pendu pour vous. Rien de spécial, vous savez, mais par acquis de conscience, j'aimerais que vous alliez voir. J'arrive sur place. La vue sur le canal bordé d'arbres est super. J'entre, je note que la maison est bien tenue et je descends à la cave où se trouve le corps de Philippe. Il est en pendaison qu'on appelle incomplète. Ça signifie qu'une partie de son corps touche encore le sol. Dans le cas de Philippe, ce sont les pieds qui touchent par terre et ses genoux sont fléchis. Ça vous paraît sans doute incompréhensible, hein ? Mais sachez que c'est le cas dans 90% des suicides par pendaison, car il existe quand même un instinct de survie. Quand on se sent partir, on appuie sur ses jambes et on pense qu'on est sauvé. C'est vrai, mais pas tout à fait. Quand le cerveau est privé d'oxygène à cause de l'arrêt circulatoire provoqué par la pression de la corde à hauteur du cou, et donc des artères carotides qui amènent le sang depuis la aorte vers le cerveau, les zones cérébrales s'arrêtent progressivement de fonctionner. La personne reste consciente, mais elle n'est plus capable de bouger. Le retour en arrière n'est plus possible. À l'Institut médico-légal, on a une cassette vidéo qui montre un homme qui se filme en train de se pendre. Une pendaison dite érotique, un fantasme qui associe plaisir sexuel et pendaison. Notre homme va un peu plus loin puisqu'en plus, il porte un slip de femme dans lequel il a glissé des roses avec épines. Et donc il se filme. Dans la caravane au fond du jardin où il se livrait à ce fantasme, on a trouvé de nombreuses cassettes vidéo qui le montrent dans des scènes similaires de pendaison érotique. Mais cette fois-ci, il s'est raté et il s'est pendu. Je vous explique comment il a fait. Il a placé sa corde entre le fauteuil sur lequel il était assis et la cloison de la caravane. Et il s'est progressivement laissé glisser pour augmenter la pression de la corde au niveau du cou. Et puis à un moment donné, on voit sur la cassette vidéo son regard qui panique. Il est allé trop loin. Il ne peut plus bouger. Et il meurt
on le voit sur la cassette, en pendaison incomplète. Et c'est donc ainsi que je découvre Philippe. Je commence par examiner son corps, et puis je le déshabille. C'est toujours plus simple quand la personne est pendue, plutôt que sur le sol. Je ne vois rien de suspect. On a une cyanose, on a des pétéchis, tous les signes de l'asphyxie. La cyanose, c'est une coloration bleutée du visage et du haut du thorax, témoin d'un excès de CO2 dans le sang, ce qui arrive quand on est privé d'oxygène. Et les pétéchis, ce sont de petits points rouges qui apparaissent essentiellement à hauteur des yeux et qui témoignent d'une augmentation de la pression veineuse qui fait péter toutes les petites veines. Les pétéchis apparaissent aussi chez des vivants, dans des efforts de vomissement par exemple, ou quand on pousse parce qu'on est constipé. Ça n'est donc pas un signe typique de la pendaison. Et puis je le dépends et je le couche au sol. C'est le moment périlleux. Il faut le retenir pour éviter une chute qui ferait apparaître d'autres lésions. Et c'est pas facile. Philippe est une pièce de 1,80 m pour 130 kg. Ensuite, je retire la corde et les vêtements du haut. Et c'est le moment le plus important de l'examen. Bien observer le sillon de pendaison. D'habitude, les sillons de pendaison sont obliques, vers le haut et vers l'arrière. Et ils sont alors incomplets. C'est-à-dire que la corde réalise ce qu'on appelle une anse de saut, qui fait pression sur les parties antérieures et latérales du cou, sans atteindre la région de la nuque. Et c'est le cas de Philippe. Et toutes ces lésions remontent au moment où il était encore vivant. Première conclusion donc, Philippe était vivant au moment de la pendaison. Mais il y a un problème. Le sillon est bien plus large que la corde sur le côté du cou. On dirait que la corde a glissé de bas en haut lors de la pendaison. J'ai jamais vu ça en pendaison incomplète quand les pieds touchent encore le sol. J'ai vu ça mais en pendaison complète, quand les pieds touchent pas le sol. Or lui, ses pieds touchaient le sol. Donc il y a un problème. Et là je lève la tête. Et je remarque que la corde est passée par-dessus un tuyau de chauffage qui est recouvert de plâtre et d'amiante. Et que ce plâtre a disparu sur une bonne profondeur. Il n'a pas été comprimé, comme on le voit souvent, mais arraché. Il y a des traces de ce plâtre sur la corde. Ce qui semble indiquer que Philippe a été attaché par le cou à la corde, qui a ensuite été passé par-dessus le tuyau, et qu'ensuite on l'a hissé en pendaison incomplète. Autrement dit, il ne s'est pas pendu, on l'a pendu. Et c'est pour ça que le sillon est si large sur le côté du cou. C'est dû au frottement de la corde qui a glissé sur le cou au moment où on a hissé Philippe. Donc c'est un meurtre. Et vu les circonstances, il n'y a pas d'autre suspect que sa femme, Nathalie. Je suis d'accord avec vous, docteur, mais vous observerez que sa femme pèse 60 kilos et que lui en pesait 110. Eh bien, monsieur le procureur, c'est qu'on a dû l'aider, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En attendant l'arrivée des troupes, j'examine le nœud. Quand on coupe une corde pour dépendre une victime, on le fait toujours à distance du nœud pour pouvoir le conserver. Et ce nœud-là, je n'en ai jamais vu de pareil. Alors, avec la permission du juge, j'envoie la photo du nœud par WhatsApp à un ami qui s'y connaît bien. Il fait du bateau. Ah, mais c'est un nœud qui est utilisé en batellerie, ça. Sur les péniches, autrement dit. Or, s'il regardait passer les péniches depuis sa terrasse, lui-même ne faisait pas de bateau. Qui, donc, a fait ce nœud? Ensuite, je réalise l'autopsie. Ça se confirme, hein. Il était bien vivant quand il a été pendu. Et j'ajoute qu'il venait de manger. Le bol alimentaire est toujours dans l'estomac et assez peu digéré. Je pense que je pourrais vous donner tout le menu sans me tromper. Très intéressant, merci docteur. À part ça, est-ce qu'on a des signes de violence sur le corps? Est-ce qu'on a essayé de l'assommer, par exemple? Non, aucun signe de violence.
il n'a pas été assommé avant d'être pendu. En revanche, vu son poids, il est certain qu'il était inconscient au moment de la pendaison, puisqu'il a fallu le hisser. Et donc, il a probablement été endormi. Et donc, je prélève du sang, de l'urine, du foie, du rein et le contenu de l'estomac. Et j'envoie tout ça au laboratoire de toxicologie pour analyse. Et en attendant les résultats, en salle d'autopsie, j'analyse l'urine au moyen d'un système qu'on appelle immuno-enzymologique. Le résultat est sans appel. Il a consommé des benzodiazépines, C'est un somnifère. Mais il faudra attendre le retour de toxicologie pour en connaître le dosage. Et le laboratoire confirme la présence dans l'estomac de Philippe de l'ormétazépam, à une dose très importante, largement suffisante pour endormir un homme de son poids. Et comme on en a trouvé dans l'estomac, on peut conclure que c'est lors du repas que Philippe a reçu ces benzodiazépines. Donc, on l'a endormi pendant le repas. On l'a transporté sans le blesser à la cave. Sa tête a été placée dans l'anse de seau d'une corde, laquelle a été passée au-dessus d'un tuyau de chauffage sur lequel elle a frotté quand on a hissé Philippe. L'enquête ne tarde pas à montrer que la femme de Philippe, Nathalie, avait un amant, un pénichier. C'est lui qui l'a aidé à se débarrasser de son mari. Et le mobile ? Classique, banal. Le cul et les écus, comme on dit chez nous. Autrement dit, le sexe et l'argent. Et Ondelat, elle est pas mal cette expression, non ? C'est quand même mieux que ton expression habituelle, l'argent et le cul. Là, c'est plus classieux, non ? Le cul et les écus. Je suis d'accord. L'expression me plaît bien. Je la resservirai. Pour terminer, vous noterez que sans l'intervention du docteur Boxo, cet assassinat passait complètement à la trappe. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une histoire tirée des aventures professionnelles du docteur Philippe Boxo, qui est un médecin légiste en Belgique. Histoire tirée de son livre « Les morts ont la parole » aux éditions Kens. Et c'est avec lui, bien sûr, que je la débriefe. Alors je pense que tous les gens qui ont écouté cette histoire ont été très surpris d'apprendre que 90% des pendaisons, dites-vous, sont incomplètes. C'est-à-dire, en gros, que les pieds du pendu touchent le sol. Vous confirmez ? Ah, tout à fait, oui. C'est connu depuis très longtemps. Le médecin légiste qui a mis ça au point, qui l'a révélé au grand jour, s'appelle Brouardel, Paul Brouardel. Il est français, le médecin légiste français, et il l'écrit dans le tout premier livre qu'on ait écrit en français sur la pendaison, le tout premier livre historique et scientifique sur la pendaison, en 1896. Donc c'est déjà très ancien. Et à l'intérieur de ce livre, il fait des dessins. Il dessine des pendaisons. Aucune des pendaisons qu'il dessine n'est une pendaison complète, c'est-à-dire une pendaison où les pieds ne touchent pas le sol. Donc c'est connu depuis très très longtemps. Pour nous, c'est pas une surprise parce qu'on le sait évidemment, et on le sait depuis au moins la fin du 19e siècle. Ça résulte de quoi ? Du fait que les gens ne trouvent pas une poutre à laquelle se pendre, ou finalement d'un message qui est compliqué, c'est je veux me pendre mais pas vraiment, et si on me trouvait vivant, ça serait pas plus mal, j'aurais lancé un signal d'alerte. Voilà, c'est aussi ce que je crois. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi que vous pouvez toujours faire demi-tour. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dans l'idée. Vous vous pendez, mais vos pieds touchent bien par terre, donc il y a moyen de pousser sur tes pieds, de façon à se remettre en station debout, dégager la corde, on n'est plus en pendaison. C'est l'idée, et je pense que pas mal de gens arrêtent la pendaison à un moment donné, parce qu'il y a un sursaut par rapport à cette envie de vivre qui est la nôtre, par rapport à cet instinct de survie. C'est ce qui fait que je pense que beaucoup de pendaisons sont en fait ratées, et que celles que je vois, ce sont juste celles qui ont réussi. Alors, elles ont réussi peut-être contre la volonté finale de celui qui les a qui l'a réalisé, parce que il se fait piéger, il peut se faire piéger. Il peut se faire piéger, tout à fait. L'idée, c'est que quand le cerveau n'est plus abreuvé en oxygène, vous pouvez encore rester conscient, mais incapable de bouger. C'est des choses que l'on voit notamment dans l'intoxication aussi au monoxyde de carbone. Et donc,
Et je le décris, et vous l'avez très bien raconté. Vous racontez super bien l'histoire, je le dis en Merci. passant. J'ai beaucoup aimé. Vous l'avez très bien raconté avec ce monsieur qui se fait une pendaison érotique et qui se rate. Il n'avait aucune raison de se rater. Et on voit dans ses yeux que il est allé trop loin, il a glissé, il s'est plus récupéré. Et on voit cette angoisse dans ses yeux. C'est une vidéo que j'ai produite au Médecins légistes français lors de nos réunions et qui est vraiment très impressionnante pour nous tous. Ça rappelle le piège du jeu du foulard. C'est ça. Aussi. C'est-à-dire ces adolescents qui, pour des raisons érotiques, parce que pourquoi ça favorise quoi, l'érection? Ah, pas du tout. C'est un fantasme, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'érection plus importante. C'est cette fameuse idée qui date d'il y a très longtemps, selon laquelle le pendu a une érection. Hier, j'étais sur un plateau télé, ça m'a encore été sorti. Ce n'est pas vrai. On y a pensé parce que il y a une éjaculation involontaire qui se fait sur un corps pendu. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'il est pendu, justement, il est en position verticale, et que, selon la loi de la gravité, quand les vésicules séminales, celles qui contiennent le sperme, se vident, eh bien, elles se vident naturellement vers l'extérieur. Alors que sur un cadavre qui est couché, elles vont se vider, mais le sperme va rester à l'intérieur des voies urinaires. Il ne pourra pas sortir, parce qu'il n'y a pas cette gravité qui lui permet de s'exprimer à l'extérieur. Et donc, on en a déduit qu'on bandait une dernière fois. Ben, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. C'est un phénomène physiologique, mais qui n'a rien à voir avec l'érection. Mais alors, qu'apporte dans ces pendaisons érotiques et dans le jeu du foulard le fait de serrer le cou comme ça pour arriver à quelque chose qui est proche de l'étouffement et puis on arrête? Ça apporte quoi? Alors, dans le cas du jeu du foulard, ça apporte une espèce d'expérience. Je vais mourir, mais je meurs pas. D'accord. Et il y a de l'érotisme là-dedans. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Tandis que dans la pendaison érotique, il y a vraiment de l'érotisme. Il y a le fantasme. Il y a à Londres un club de pendus, donc de gens dont le fantasme c'est ça, et qui ont une pratique sexuelle liée à la pendaison. Ça existe. Mamma mia. Alors, ce qui m'a surpris, une fois de plus, c'est que c'est vous, médecin légiste, qui faites la constatation que le plâtre au niveau du tuyau de chauffage a été arraché au lieu d'être compressé. Ce qui suppose donc qu'on a fait passer la corde et qu'on a tiré dessus. C'est votre boulot, ça dépasse pas vos compétences? Non. En fait, le boulot du médecin légiste, c'est d'observer la scène de crime et de vérifier aussi s'il n'y a rien d'étrange. C'est pour ça que j'aime bien aller sur place. C'est pour ça qu'il faut aller sur place. Sinon, c'est un pendu banal. Il y a effectivement une petite trace là qui est un peu inquiétante, un ripage de la corde dans le cou qui n'est pas classique chez les pendaisons incomplets, comme vous l'avez très bien raconté, mais c'est pas suffisant pour fonder une conviction. Et donc quand je vois cette trace de ripage, je me pose des questions et je vais vérifier la corde. Alors, mais à ce moment-là, vous appelez un mec du labo, parce que, quelque part, c'est une constatation aussi de laboratoire de police scientifique, ça. Je le constate, et puis je préviens le procureur qui, lui, désigne le labo vient, et lui, effectivement, va faire des constatations avec... il est assermenté, je le suis aussi, donc je peux faire cette constatation, mais lui est policier, il va prendre des photos, il va faire le prélèvement sur la corde, on va analyser le plâtre pour vérifier que c'est bien le même que celui, on le sait, enfin, il faut quand même porter la preuve, le même que celui du tuyau. Donc, il y a à ce moment-là tout un arsenal qui se met en branle, qui n'est pas présent quand je démarre. Parce que quand je démarre, l'idée du procureur du roi, dans ce cas-ci, on a beaucoup de pendus. L'idée du procureur du roi, dans ce cas-ci, c'est de dire, écoute, Philippe, va un peu voir, c'est un pendu classique, quoi, mais allez, par acquis de conscience, va voir. Donc, il déclenche pas tout l'arsenal parce qu'il se dit, c'est banal. Mais cette histoire de plâtre figure dans votre rapport d'autopsie. Oui. Comme une observation que vous avez faite, mais qui est un peu au-delà. Examen des lieux. D'accord. J'ai une rubrique examen des lieux, dans laquelle je décris pas tout, mais je décris ce qui est intéressant. Et notamment, quand j'ai un pendu, je dois vérifier s'il y a à proximité un système, quel qu'il soit, tabouret, chaise, escabeau, échelle, qui lui permet d'atteindre l'endroit où il va passer la corde, ou même où il va la fixer, parce que c'est toujours en hauteur, évidemment. Donc c'est un élément qui doit faire partie de mon examen. Il faut que je puisse vérifier qu'il a été capable d'atteindre les niveaux où passe la corde. Vous racontez l'autopsie. On peut vraiment savoir ce qu'a mangé le mort au moment de l'autopsie? Oui, je l'ai même découvert. Un monsieur est mort très rapidement après avoir mangé, c'était le repas du soir. Oui. C'était a priori un infarctus. On l'a enterré. On l'a déterré 6 mois plus tard. Oui. 6 mois plus tard, dans l'estomac, je peux encore décrire tout ce qu'il avait mangé. On voit quoi?
On voit Le les steak haché. Oui, on voit les aliments. Mastiqués, bien sûr, hein, Oui. et en partie digérés parce que l'acide gastrique a agi, mais on voit les aliments et ils sont encore, pour certains, totalement identifiables. Des morceaux de carottes, vous allez les retrouver. Des petits pois, vous allez les retrouver. Des morceaux de steak, vous allez le voir. Pour les patates et les frites, c'est un peu plus difficile, mais sinon, ces éléments-là, vous les avez. Parce que moi j'ai fait une autopsie avec le médecin légiste français, le docteur Sapanet, Michel Sapanet. de Poitiers. Lui, il prétend qu'avec une cuillère, il le met sous le nez et il sent ce qu'a mangé la personne. Il a raison. Ouais. Il a raison, mais c'est dégoûtant, donc si je peux identifier à la vue, je préfère. Alors j'adore évidemment, parce que les gens qui ont l'habitude de mes histoires disent que je dis souvent que les deux moteurs du crime, c'est l'argent et le cul, si on écarte évidemment la maladie psychiatrique, Bien sûr. qui est l'un des moteurs, mais sinon c'est l'argent ou le cul, et vous vous dites le cul et les écus. Où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est une expression qui date, vous savez. J'étais tout gosse et je regardais la télévision avec mes parents et il y a un bonhomme qu'on avait arrêté, il s'appelait Dédé d'Anvers, c'était un proxénète. Et à la télévision, il a lâché « Ah, vous savez, ce qui fait tourner le monde, c'est le cul et les écus. » Et j'ai retenu. Ouais. Et ça, je l'ai réentendu, ça a été dans la bouche d'autres encore après, mais le premier chez qui je l'ai entendu, c'est lui. Et je l'ai mis dans mon bouquin, parce que je l'ai cité d'ailleurs, j'ai dit que c'était de Dédé d'Anvers, parce que j'ai adoré cette expression. J'étais tout gosse et je l'ai toujours retenu. Le cul et les écus, si vous m'autorisez, je le reprendrai aussi. Je vous la donne avec plaisir. Vous me la donnez, cette expression de Dédé d'Anvers. J'ai tiré cette histoire du livre du docteur Boxeau aux éditions Keynes, Les morts ont la parole. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter une histoire tirée de l'un des livres du médecin légiste belge Philippe Boxeau. Je la débrieferai avec lui dans un autre podcast. Cette histoire est tirée de son livre aux éditions Keynes, Les morts ont la parole, l'histoire d'une jeune fille qui tue son père et qui finalement ne l'a pas tué. Histoire écrite avec l'aide de Tugdual de Dieu le veut, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Les homosexuels, des dégénérés, qui accomplissent des actes contre nature. La preuve que c'est pas naturel, c'est qu'il y en a pas chez les animaux. Faut les soigner, ces malades. C'est pervers. Je vous présente Philippe, homophobe jusqu'au bout des ongles. Philippe est le papa d'une jolie jeune fille de 20 ans qui se prénomme Marie. Il est séparé de sa femme. Marie habite une semaine chez sa mère et une semaine chez lui. Et Marie, eh bien, il ne l'a jamais vue avec un garçon. On dirait qu'elle fait tout pour les éloigner et les décourager. Et pour cause, elle préfère les filles. Et ça se confirme quand elle tombe amoureuse d'Amélie. Papa! Papa, viens. Ça va? Je te présente une amie. Elle s'appelle Amélie. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je m'inquiète toujours quand ma fille me ramène une fille à la maison. D'autant qu'elle me ramène jamais de garçon. Mais toi, on voit bien que t'es pas une gouine. Hein? Tant mieux. Sauf qu'avec le temps, elles ne se quittent plus. Elles sont vraiment amoureuses. Et ça se voit. Et Philippe finit par s'en rendre compte. Ça ne lui plaît pas du tout. Et un jour, une violente dispute éclate. Et Philippe frappe sa fille et Amélie. Marie se dit, il est en train de ruiner ma vie. Et elle décide d'en finir avec lui. Une nuit, sans rien dire à Amélie, elle pénètre dans la maison de son père. Elle coupe l'alarme. Elle va dans le salon. Elle sait que son père a une arme dans un tiroir. Elle la prend. Elle la chambre. Elle entre à pas feutrés dans la chambre de son père. Et elle vide le chargeur en direction de son père. 13 coups de feu. Ensuite, elle dépose l'arme vide sur le lit et elle s'enfuit. Le lendemain matin, je reçois un coup de fil du substitut du procureur. Dites docteur, j'ai un monsieur qui a été tué par arme à feu. C'est sa femme de ménage qui l'a découvert en arrivant ce matin. Vous pourriez vous rendre sur place, s'il vous plaît? Depuis 30 ans que je suis médecin légiste, quand j'arrive sur une scène de crime, je procède toujours de la même manière. Je pose mon sac dans l'entrée, à côté de ceux du labo, autrement dit, en milieu sécure.
Je mets mes mains dans mes poches pour éviter de déposer mes empreintes digitales et je fais le tour des lieux. Je cherche des éléments qui m'instruiraient sur l'état de santé du défunt. Un mot qu'il aurait laissé, des traces diverses comme des traces de sang, etc., etc. J'examine la pièce. Et puis je prends la température de la pièce. Et je note si le chauffage fonctionne, si une fenêtre est ouverte. Bref, je constate les conditions thermiques dans lesquelles le corps se trouve. Ce sera fondamental au moment d'estimer l'heure du décès. Et ensuite, et seulement ensuite, je me rapproche du corps. Je l'examine tel qu'il se présente, sans toucher à rien. Et je note tout. Position du corps, est-il couvert, jusqu'à quelle hauteur, quel type de couverture, drap ou édredon, de quelle qualité, combien de couches, y a-t-il des traces d'écoulement sur les draps. Le corps de Philippe est en décubitus latéral gauche, autrement dit en chien de fusil, en position fétale. C'est comme ça que la plupart des gens dorment. Son visage est tourné du côté de la porte d'entrée de la chambre. Il est couvert jusqu'au cou par un drap et une seule couverture peu épaisse. Je retire la couverture et le drap. Il est habillé d'un pyjama en tissu synthétique. Là-dessus, la juge d'instruction arrive. Alors, docteur, t'en penses quoi? Ce que j'en pense? Qu'il est mort. C'est tout ce que je peux te dire. Je l'ai pas encore examiné. Mais bon, je vois des impacts de projectiles qui me font penser qu'on a utilisé une arme à feu. Là-dessus, pour déterminer l'heure du décès, je prends la température du corps. Bon, ça n'est qu'une première approximation, mais je dirais que le décès a eu lieu vers 23 heures. J'affinerai quand j'aurai le poids du corps, on le pèsera en salle d'autopsie. 23 heures donc, vous dites, docteur. Oui, c'est ça. C'est alors, ça colle pas du tout avec le programme de l'alarme, qui montre qu'elle a été coupée à 2h30 du matin. C'est très étrange. Quand elle est arrivée, la femme de ménage a trouvé l'alarme coupée. Ça l'a étonnée parce que la nuit, Philippe mettait toujours l'alarme. D'après elle, il n'y a que 3 personnes qui connaissaient le code. Philippe, elle-même, et Marie, sa fille. Une autopsie se déroule toujours de manière complète et systématique. Tout le corps de Philippe sera autopsié, même si on voit bien qu'une balle a traversé le crâne. Certains aimeraient, au nom d'un prétendu respect du corps, que je m'en tienne au crâne. Non, le droit pénal exige un niveau de certitude très élevé. Alors, premier constat. Marie a bien appris de son père. Toutes les balles ont touché le corps, certaines l'ont même traversé. Même à courte distance, sacré performant. Et dès l'examen des entrées et des sorties des balles dans le dos, je vois qu'il y a un problème. Toutes ont un aspect post-mortem. Pour dire les choses clairement, elles semblent dater d'après la mort de la personne. Parce qu'il y a très peu de sang qui a coulé de ses plaies. Je vous explique. Après la mort, il n'y a plus de sang, ni dans les artères, ni dans les capillaires. Il n'y en a plus que dans les veines. Pour être clair, si on découpe la peau d'un mort, le sang ne coule pas, parce que les capillaires sont vides. Et là, soyons clairs, il n'y a pas assez de sang autour des plaies de Philippe pour croire qu'il a été tué par balle. S'il vous plaît, vous m'aidez à le retourner? Quand j'ouvre la cage thoracique, je découvre qu'une balle a traversé le cœur de part en part. Mais là encore, peu de sang s'est écoulé. J'espère qu'en ouvrant la boîte crânienne, j'aurai la réponse à ce mystère. Je commence par retirer l'os crânien à la scie à plâtre. J'ouvre la turmère, cette enveloppe qui entoure le cerveau, et c'est là que je découvre une hémorragie sous-durale de très grande ampleur. Elle a été provoquée par une rupture d'anévrisme, de ce qu'on appelle le polygone de Willis. Le polygone de Willis, c'est le carrefour où se retrouvent tous les vaisseaux qui irriguent le cerveau. C'est là que se répartit le sang vers les différentes zones. La rupture d'anévrisme a entraîné une hémorragie. L'hémorragie a créé une hyperpression sur le cerveau. Et comme la boîte crânienne n'est pas extensible, le cerveau s'est engagé dans ce qu'on appelle le trou occipital. Mettez votre main
à l'arrière du cou. C'est bon? Vous sentez le trou entre le bas du crâne et la première vertèbre? C'est ça, le trou occipital. Le cerveau en hyperpression à cause de l'hémorragie cérébrale est venu se comprimer sur le pourtour de ce trou. Des zones du cerveau ont été écrasées, le sang ne pouvait plus passer, les neurones sont mortes, la respiration et le cœur se sont arrêtés. Et Philippe est mort. Vu la position dans laquelle on l'a retrouvé dans son lit, eh bien ça s'est passé pendant qu'il dormait. Il n'a pas senti ce qui lui arrivait. Et ça explique l'écart horaire entre le moment du décès, que j'ai évalué vers 23h, et l'arrêt de l'alarme vers 2h30. Quand Marie a tiré sur son père, il était déjà mort depuis plus de 3 heures. Et s'il était mort, eh ben elle l'a pas tué. Ça n'est pas un meurtre. On ne peut pas la poursuivre pour ça. Elle a eu beaucoup de chance. Espérons qu'elle saura en profiter. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une histoire tirée des aventures professionnelles du docteur Philippe Boxeau, médecin légiste en Belgique. Et c'est avec vous, docteur Boxeau, que je vais débriefer cette histoire, qui est donc tirée de votre livre « Les morts ont la parole » aux éditions Keynes, et qui est l'histoire de cette jeune fille qui pense avoir tué son père et qui, en fait, était déjà mort d'une hémorragie provoquée par une rupture d'anévrisme. C'est typiquement le genre d'affaire dans laquelle on aurait pu passer à côté de la vérité. On aurait pu passer à côté de la vérité si on ne l'avait pas autopsié. Ceci dit, beaucoup de gens sont choqués par le fait que, alors que cette jeune fille avait une arme qu'elle a correctement tirée, qu'elle voulait tuer son père, et qu'elle était vraiment dans un processus d'assassinat, parce que c'est un assassinat, s'il avait été vivant, ça aurait été un assassinat, qu'elle n'ait rien subi, donc elle n'ait pas été punie. Mais notre code pénal ne le permet pas. Ne le permet pas, que ce soit en France ou en Belgique, de toute façon on a quasiment le même. Il vient de Napoléon, 1811 pour le code pénal. Eh bien, cette idée, c'est que il y a un élément matériel à une infraction. L'élément matériel, c'est qu'il faut que la personne soit vivante pour pouvoir la tuer. Sinon, on ne peut pas la tuer, elle est déjà morte. Voilà, donc elle n'a pas été punie. Vous dites ça, et vous le dites bien, parce que, en gros, je me mets à la place de la famille des victimes. Les gens disent, est-il nécessaire de démembrer le cadavre de mon fils, de ma fille, qui est déjà mort, de mon père, de ma mère? Vous entendez, évidemment, que c'est légitime, ça. La demande est légitime. Mais si je mourais, et que on passe à côté du fait que l'on m'ait tué, post-mortem, imaginons que je puisse encore y réfléchir, je n'en serais pas heureux. Et je crois que d'autopsier est le dernier service que l'on peut rendre à un mort, c'est d'aller vraiment à la recherche de sa cause de décès. C'est pour le mort, mais c'est aussi pour la famille. Il faut que la famille le comprenne. Il n'y a rien de pire que d'enterrer un corps sans savoir vraiment de quoi il est mort. Et avec un doute, avec encore une suspicion. N'imaginez pas le nombre de gens qui m'écrivent en me disant je suis sûr que mon conjoint n'est pas mort de suicide parce que c'est pas possible. Il a jamais voulu se suicider dans sa vie, donc il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas détecté. Et on me refuse l'autopsie. Nous, ce que nous faisons, c'est de permettre à tous ces gens d'avoir tous leurs apaisements quant à la cause de décès. Oui, mais naturellement, l'être humain est fondé à penser que ce qui est important, c'est que le corps soit intègre. Alors aujourd'hui, bon, avec le fait que on réduise les corps en cendres, la question ne se pose pas de la même manière. Enfin, la grande idée du mort, c'est de le mettre dans son cercueil en entier, de l'enterrer en entier, et de venir le voir, comme pour lui parler. Alors c'est vrai, mais vous devez savoir que le corps ne va de toute façon pas rester intact. Il va pourrir, c'est ce qu'on appelle la putréfaction. Il va putréfier. Et de toute façon, à partir d'un certain temps, ce corps, il ne sera plus qu'à l'état de squelette. Donc, le respect que l'on doit avoir envers le corps, c'est de le traiter de façon tout à fait correcte. Et quand je l'autopsie, c'est ce que je fais. J'ai jamais rigolé d'un cadavre et j'ai interdit que ça se fasse. Et on le recoue ensuite de façon à le rendre, ad integrum, pour qu'il puisse être visible éventuellement par la famille si elle veut le voir. Mais le respect du corps, ce n'est pas de ne pas y toucher. Le respect du corps, c'est de le traiter avec respect d'une part et d'autre part de déterminer sa cause de décès. Je pense que ce qui choque le plus les gens, en l'occurrence, c'est l'ouverture de la calotte crânienne. C'est-à-dire que d'aller avec cette scie, qui est une scie à plâtre, en fait, qui est une petite molette qu'on fait tourner autour du crâne, décaloter le crâne pour en extraire le cerveau. Tout est dans le crâne.
tout est dans le cerveau pour les gens. C'est vrai. Extrêmement violent à encaisser. C'est vrai. Le bruit que vous entendez, que vous avez mis sur le... C'est le bruit d'une scie à plâtre. Eh ben, c'est le bruit exact. Hein. Ouais. C'est le bruit exact. Et c'est vrai qu'ouvrir la boîte crânienne, c'est toucher vraiment à l'intimité, là. On est sur l'organe qui a fait en sorte que cette personne a pu fonctionner, réfléchir, penser, exister, sa philosophie, sa religion, sa façon de penser et d'exister. Tout était là-dedans, il n'y a plus rien. Il est mort. Et ce que l'on sait, dont on est certain, notamment avec la cryothérapie, la cryogénie plutôt, le fait de mettre les corps dans des cases froides, congelées pour les ressusciter, entre guillemets, plus tard, ce dont on est certain, c'est que les cerveaux sont grillés. Et qu'il faudra mettre d'autres cerveaux à la place. Donc ce n'est plus la même personne. Et d'ailleurs, quand on parle de greffe de cerveau, on ne parle plus aujourd'hui de greffe de cerveau, on parle de greffe de corps. C'est donc bien la preuve que c'est le cerveau qui est, comme vous le dites très bien, la source de la personnalité, la source de la personne. C'est vrai que c'est là que c'est le plus comment dire, touchant. Et quand on fait des autopsies, quand il y a quelqu'un qui n'est pas habitué à l'autopsie, qui est un stagiaire par exemple, c'est le moment où on ouvre la boîte crânienne qui est le moment le plus dur à subir pour lui, et on a parfois en salle d'autopsie des pertes de connaissances. Pour l'avoir vu moi-même, je dis que c'est le moment le plus difficile, et après c'est le plus intéressant, parce que s'il y a bien quelque chose qui ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait, c'est bien le cerveau. Tout à fait. Le cerveau est un bloc extrêmement dense. C'est un seul bloc. Ça part pas dans tous les sens. On le retire de manière intégrale, d'un coup. Oui. Sans le séparer du cervelet, d'ailleurs. Oui. On va couper en dessous de la jonction entre les cervelets et la moelle épinière. C'est là qu'on coupe. Donc, on prend le bloc cerveau-cervelet en une seule pièce. Et effectivement, comme vous dites... Et alors, quand vous l'avez en main, c'est un organe qui est pas lourd. Il fait maximum 2 kilos. Et vous constatez sa fragilité. C'est extraordinaire. Il faut pas pousser, il faut le manipuler avec beaucoup de précautions, parce que pousser dessus comme quand vous appuyez sur le bouton pour appeler l'ascenseur, vous le traversez de part en part. Donc le cerveau est vraiment une structure hyper fragile. Alors il y a une deuxième chose que tout le monde a appris, moi le premier, c'est que après la mort, le sang se rétracte dans le corps. Et donc il quitte la surface du corps pour se concentrer dans les veines. Ça, je pense que c'est une énorme découverte. Alors c'est une découverte pour beaucoup de monde, et ce d'autant plus que nous baignons dans une ambiance qui est celle de l'Antiquité, où sévissaient des gens comme Galien, par exemple, Hippocrate, qui étaient tous persuadés que dans la partie gauche du cœur, et celle qui est branchée sur les artères, circulait de l'air. Et ils avaient eu cette observation à partir, justement, d'observations sur des cadavres. Ils n'avaient jamais vu un cœur vivant en train de battre. C'est depuis lors qu'on le sait. Donc ça date depuis très longtemps qu'on le sait, mais les gens ne se rendent pas vraiment compte. Il y a aussi d'autres légendes. Par exemple, le fait que le sang à l'intérieur du corps, en post-mortem, sédimente. Ça veut dire que les parties les plus lourdes du sang, les globules rouges et les globules blancs, se trouvent dans les parties basses, et le sérum se trouve dans les parties hautes. En fait, à l'intérieur du corps, le sang ne sédimente jamais. Il y a beaucoup de pensées comme ça. Mais voilà, c'est la réalité objective. Et donc la différence, parce que évidemment la difficulté c'est de faire la jonction avec cette expression qu'on emploie tout le temps, on a trouvé le cadavre dans une mare de sang. Donc au moment de la mort, le sang sort, à partir de quel moment il se rétracte et ne sort plus? Il ne sort plus du corps à partir du moment où le cœur ne bat plus. S'il sort encore du corps, c'est qu'il y a un écoulement qui se fait gravitationnel. Oui. Ça veut dire que le sang a rempli une cavité, la cavité pleurale par exemple, la cavité du thorax. Le coup de feu ou le coup de couteau a été donné plus bas que le niveau gravité, et le sang continue à s'écouler par la plaie. Ça arrive. Ça peut arriver. Mais ce que vous voyez dans les films, le sang qui s'écoule doucement alors que le type est mort à l'arrière du corps, ça c'est faux, ça arrive jamais. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Je vous raconte une histoire tirée du livre du médecin légiste belge Philippe Boxeau, Entretien avec un cadavre, aux éditions Kens. Je la débrieferai avec lui dans un autre podcast. Il y est question d'un homme tué par une tondeuse à gazon. Histoire écrite avec l'aide de Tugdual de Dieu le veut, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Il est 14h, on est en été, il fait beau. Philippe décide d'aller faire une petite promenade avec sa chienne Elsa, un petit chien noir que Nadine, sa femme, lui a offert pour la Saint-Valentin. Philippe avait envie d'avoir un chien pour lui.
parce que sa femme a 3 mâles. Ils n'ont Dieu que pour elle. Allez, mon Elsa, hein? On va promener. Oui, ma chérie, oui, t'es une jolie chienne. Allez, hop, on y va. Ce jour-là, Nadine rentre tard. Il est 17h. Philippe? Je suis là. Pas de Philippe. Et pas d'Elsa non plus. Elle l'appelle sur son portable. Pas de réponse. Mais ça ne l'inquiète pas outre mesure, il ne répond jamais. Alors elle sort son ordinateur et elle cherche à le localiser grâce au traceur qui permet de retrouver un téléphone perdu ou volé. Ouf! Pas de souci, il est sur le chemin qu'il emprunte à chaque fois. Sauf qu'une demi-heure plus tard, il n'a pas bougé. Et là, pour le coup, Nadine est inquiète. Alors elle attrape ses 3 clébards et elle part à sa rencontre. Elle fait 100 mètres. Et là arrive Elsa, seule et sans laisse. Nadine fait quelques pas de plus et elle découvre Philippe à plat ventre en plein milieu du chemin. Philippe, Philippe, tu m'entends? Philippe. Et là, elle veut prendre son pouls au niveau de la carotide. Elle plonge sa main vers son cou et elle la ressort couverte de sang. Philippe a une plaie béante au niveau du cou. Et il est mort. Allô, docteur? Le procureur à l'appareil. Dites-moi, j'ai un meurtre sur les bras. Vous pourriez vous rendre sur les lieux, s'il vous plaît?